Nous recevons King Dodjro. Il est consultant et expert en structuration économique et financière. Avec lui, nous allons parler du système éducatif en Afrique. Faut-il changer de paradigme pour le développement? Bonjour, monsieur Dodjro, vous allez bien? Bonjour, Michel. Tout va bien. Très ravissant ce matin. Nos meilleurs vœux. Nos meilleurs vœux. Merci beaucoup. Allez, on va commencer par définir le système éducatif et rentrer en profondeur, faire l'histoire comme vous aimez faire cela. Merci beaucoup. Et définir directement le système éducatif, c'est se jeter très vite dans la mare et servir les mêmes plats qu'on a l'habitude de servir. Mais nous allons partir étape par étape, découvrir ou bien faire l'étape des lieux. Quand j'étais tout petit, mes parents me disaient que si je veux devenir un homme de demain, il faudrait que j'aille à l'école. Mon père avait pour habitude de dire ce que moi j'ai pas fait, j'aimerais que vous, mes enfants, vous puissiez le faire. Et quand il dit ce que j'ai pas fait, il parle des études. Parce que lui, il dit, je n'ai pas fait des études, donc je suis en marge de la société. Ouais. Alors, il m'envoie à l'école, je fais 6 années. Je fais le cours primaire. Après 6 ans, j'obtiens mon diplôme pour rentrer en 6e. On me dit, ça c'est collège, tu as fait 4 années maintenant. J'ai fini de faire mes 4 années. J'ai étudié la physique, la géométrie, toutes sortes de théories, Thalès par ici, Pythagore par là. Les leçons, géographie. Je me rappelle encore de mon professeur Tétéra, de quoi non, qui nous apprenait à connaître les roches. C'était tellement difficile, mais on apprenait cela. Et arrivé au lycée, on me dit maintenant il faut faire 3 ans. 3 ans, tu auras ton bac et tu seras un homme très fort. Quand j'obtiens mon bac, je constate seulement que je sais ça parler en français, l'anglais. Et quand je calcule le nombre d'années que j'ai fait, de ce P1 jusqu'au bac, ça fait 13 ans. Je suis devenu grand, je parcours le monde et l'Afrique. Je remarque avec amertume que le système est le même partout. Que ce soit du nord, que ce soit du sud, que ce soit du centre, de l'est ou de l'ouest. Donc nous-mêmes sommes originaires de l'Afrique de l'Ouest. Le système, il est le même partout. Comment est-ce qu'on peut passer 13 années juste pour parler une langue? Quand vous quittez aujourd'hui le Togo, que vous ayez mis pied à l'école ou pas, vous rentrez tout à l'heure au Ghana, là-bas, au bout de 2 ans, vous saurez parler l'anglais. Mais ici, on nous prend 13 années pour juste parler le français. C'est peut-être parce que l'anglais est facile aussi à apprendre. Même pas. Je vous dis même pas. C'est une question de volonté et d'objectif. Et quand tu as 13 ans, que tu fais ces 13 ans pour avoir le bac, cela veut dire simplement que vous avez en moyenne 20 ans. Quand je prends mon camarade de même âge, dans des localités plus reculées, qui n'est pas allé à l'école, que lui n'a connu que la terre, à 20 ans, lui, il a déjà une portion de terre. Il est propriétaire d'un grenier. Il est même en projet même de se marier. Moi, 20 ans, après le bac, je dépends pleinement de mes parents. De vos parents. Et je vis des aides. Je suis un cas social. Quand j'ai 20 ans et que j'ai mon bac. Si vous me demandez qu'est-ce que je sais faire après mon bac, je ne sais même pas cultiver la terre. Mais mon camarade, qui a le même âge que moi au village, il sait que tu es un acteur économique. Puisque déjà il a un grenier, il mange, le surplus lui permettra de vendre. Il contribue même déjà à l'économie locale. Mais moi, nous sommes très nombreux. Si je prends le cas du Togo, cette année, la rentrée, il y a plus de 2 millions de Togolais qui ont pris le banc qui ont pris le chemin de l'école. Et qui veulent donc avoir le bac. Le bac. Dans 13 ans. Je vous assure. Et quand on fait une estimation, même chaque année, on estime qu'il y a plus de 150 000 personnes qui sortent de nos universités et grandes écoles diplômées chaque année. En moyenne. C'est des estimations, on n'est pas trop précis, c'est des estimations. Ok. Donc, on fait 13 ans. Juste pour ça. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce que le système nous conduit à ce résultat? On s'est rendu compte finalement que c'est un héritage colonial. En fait, qu'est-ce qui a poussé les colons à rentrer sur le continent? Pour rappel, leur culture, c'est une culture de domination. Et dominer un peuple, ils sont prêts à tout. Ils utilisent toutes les armes nécessaires pour cette domination. Et donc, vous estimez que l'éducation, c'est un système pour assujettir
les Africains. Je veux bien conclure, mais je ne veux pas conclure. Je fais l'état des lieux et chacun de nous, libre à chacun de nous, fait sa propre conclusion pour, pour l'orientation de sa propre vie de maintenant ou l'orientation des enfants que nous faisons. Parce que nous, d'autres, on peut estimer que nous avons été des victimes ou des cobayes, mais à partir de ce développement, chacun tirera sa conclusion à partir de laquelle il pourra orienter ses enfants. Ils sont rentrés dans nos communautés, ils avaient un souci de nous contrôler, de nous dominer. Et pour nous contrôler, il faut bien comprendre ce que nous disons. Ils avaient le choix entre deux choses, deux options. Soit nous nous mettons à comprendre leur langue, ou soit nous les obligeons à comprendre notre langue. Qu'est-ce qu'il fallait choisir? Ils ont choisi l'autre option. On les obligeait à comprendre notre langue, de sorte que leur langue va disparaître au profit des nôtres. Ils ont commencé à enseigner leur langue à nos premiers élites. À tel enseigne que quand tu parlais le français, il y avait plein d'admiration pour nos premiers parents qui parlaient le français. Mais l'objectif, c'était quoi? C'était pour mieux expliquer aux colons ce que nos parents disaient, pour mieux nous contrôler. Donc, ils sont entre griffes des pions. Merci beaucoup. Donc, ils ont c'est toujours pas une conclusion. Ils ont fabriqué nos premiers espions pour mieux expliquer, pour mieux interpréter la pensée profonde. Et à telle enseigne que nous ne pouvons plus réfléchir aujourd'hui dans nos langues. Moi, je réfléchis en français. Et je fais l'effort maintenant de parler dans ma langue maternelle. C'est tellement compliqué. Ils ont reçu le pari. Donc, comment faire de ces messieurs des gens qui vont réfléchir et rêver dans notre langue? Alors que là-dedans, dit, on ne rêve pas dans la langue d'autrui. Mais nous, on rêve aujourd'hui dans la langue française. Vous imaginez? Donc, du coup, le système n'était pas de nature à créer un développement local. L'objectif, c'était vous contrôler. Quand nous avons commencé à traverser le monde, à voyager à travers le monde, et qu'on a découvert leur histoire, ce qui a fait leur force, ce n'est pas ce qui nous ont amenés ici. Qu'ils ne nous disent pas le contraire. Ce n'est pas l'enseignement de la langue anglaise qui a fait la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Ce sont les artisans qui ont fait la révolution industrielle. Ils nous ont amenés à confondre l'intelligence par fausse définition à la créativité. À telle enseigne qu'on pense que c'est celui qui a plein de diplômes qui est intelligent. Mais ce qui nous découvrons plus tard que c'est très faux. Nous revenons à une définition simple par notre propre analyse que, en fait, l'intelligence, c'est la capacité dont nous détenons à réfléchir avant d'agir. Donc, l'intelligence, c'est une démarche. Mais la créativité, c'est un pouvoir. Eux, ils savaient que pour développer leur communauté, il fallait promouvoir le pouvoir de la créativité. Et que quiconque vient nous faire la promotion de, entre guillemets, l'intelligence, qui est une démarche, que si tu obtiens des diplômes, le bac, tu as premier en classe. Mais premier en classe par rapport à quoi? C'est l'imitation. Parce que tu as très bien imité la théorie de Pythagore, mais tu n'es pas Pythagore. Parce que tu as très bien récité les citations de Birago Diop, mais tu n'es pas Birago Diop, ni Aimé Césaire, ni Jean-Jacques Rousseau. C'est là où on dit que tu es intelligent. Imiter n'est pas la créativité. Donc, on nous disait que l'homme fort de demain, c'est celui qui sera en mesure d'imiter ces choses. Et c'est ça qui est sanctionné par des diplômes. Et qu'à la fin, nous sommes dépourvus de tout pouvoir de créativité. Mais le résultat aujourd'hui, c'est que dans tous nos pays africains, nous peinons à identifier notre modèle économique. Monsieur Dodjiro, on le remarque plus en Afrique francophone. Pourquoi? Et je ne veux pas spécifier. Je parle d'Afrique en général. Mais en Afrique anglophone, vous allez par exemple au Ghana, vous parlez tout à l'heure de la créativité. Vous voyez les jeunes Ghanéens qui sont créatifs. Michel, je suis très content que vous parlez des Ghanéens. Mais à la fin de la journée, le mal est partout le même. Il y a des efforts individuels qui se sont faits dans le parcours, mais le fond reste le même. Le fond reste le même parce que le potentiel du Ghana, il ne l'exploite pas. Parce que le Ghana n'est pas sûr que sa première ressource, c'est l'être humain.
Comme ils savent qu'ils n'ont pas formé des gens qui pourront transformer nos uraniums en éléments pour produire l'électricité, comme ils savent qu'ils n'ont pas formé des gens pour transformer notre phosphate, transformer notre café cacao, comme ils savent qu'ils n'ont pas formé des gens pour créer la richesse localement, souvent ils nous font voir que le Ghana, le système anglophone est meilleur que le francophone. Je ne soutiens pas ces détails-là. Mais quel est le modèle économique du Ghana? C'est la question que je veux vous poser. Alors là, vous estimez que pour un développement, il faut changer de paradigme. Pour un développement, je continue mon développement, vous allez tirer les conclusions tout à l'heure. Très vite, on s'est rendu compte que le système ne nous aide pas à exploiter notre plein potentiel. Parce que quand on perd déjà un nombre d'années aussi important à un individu, il perd le goût de la créativité à la fin. Parce que ça commence tout petit. Je le répétais tantôt, que dans leur système, ils savent très bien que c'est les artisans qui ont construit leur économie. C'est les maçons, les chaudronniers, les caroleurs, les menuisiers. Et ce sont ces gens qui ont construit l'économie de ces pays. Vous allez en Turquie aujourd'hui, la force de l'économie turque, c'est quoi? La Turquie n'exploite aucune ressource naturelle de sous-sol. C'est la population turque, les citoyens turcs. Le capital, le premier capital, c'est les citoyens. Mais nous dépendons aujourd'hui, par manque de modèle économique, à 80% de l'importation. Ce qui justifie que nous vivons dans une situation de misère en permanence, parce que ce que nous consommons, les habits que je porte ici viennent de la Chine. Les habits que vous portez viennent de la Chine. L'ail que nous consommons vient de la Chine. Et quand le cas du Togo, même l'oignon que nous consommons vient du Niger. La tomate que nous consommons vient du Burkina Faso. Le haricot vient une partie du Nigeria. L'orange vient aujourd'hui du Bénin. Vous imaginez, vous rentrez à la plage le matin très tôt, vous verrez les camions frappés d'immatriculation AB et RB. Qu'est-ce qu'ils apportent à Lomé? Vous voyez combien de produits maraîchers qu'ils apportent. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que le cultivateur n'a pas de valeur, que c'est l'homme qui a eu le diplôme qui a de valeur. Mais à la fin de la journée, l'étudiant qui a eu son diplôme, il ne sait pas cultiver la terre. Mais le Togolais consomme tout ce que je viens de citer, mais le Togolais ne le produit pas. La misère ne fait que s'accentuer dans notre pays. D'autres pays de l'Afrique vivent les mêmes réalités. Il ne s'agit pas seulement du Togo, parce que le système n'a pas formé des agriculteurs. Parce que le système dit « après vivre pour l'agneau ». Donc du coup, on ne s'intéresserait pas à ces métiers, parce que si tu n'es pas au bureau, tu n'es rien dans la vie. Vous insistez souvent sur le modèle turc, M. Dodjuro. Alors, cela veut dire que vous connaissez la Turquie, vous maîtrisez le système turc. En quoi, selon vous, c'est une expérience à copier? Je ne veux pas citer la Turquie comme une expérience à copier, mais je cite la Turquie en exemple à cause de leur force de caractère, de volonté de développer leur pays qu'ils ont déployé les 20 dernières années. Et c'est à partir de la Turquie que j'ai compris que le système dans lequel nous sommes est un système qui ne nous garantit pas un avenir meilleur. Vous imaginez ce peuple turc aujourd'hui qui est une puissance économique après que la Syrie soit tombée. Vous connaissez l'histoire. Bien sûr. Mais son économie est basée sur quoi? Je vais en Géorgie, la pomme que je consomme en Géorgie vient de la Turquie. Vous imaginez? La Turquie qui produit, qui travaille le sol pour exporter ses produits agricoles, alors que c'est une région très accidentée. Il y a tellement de séismes en Turquie que vous ne pouvez pas imaginer. Mais je veux pas, ce n'est pas que je veux citer beaucoup plus la Turquie en exemple. Il y a aussi la Chine. On a vu les efforts de la Chine ces dernières années. Il y a la Chine, il y a d'autres pays encore qui basent leur
effort de développement sur le capital humain. Mais quel type de capital humain? Le capital humain qui est formé dans un système qui est orienté vers le résultat. Quel résultat? Le résultat que l'homme qui finirait dans ce système serait un acteur économique. Et non quelqu'un qui te dirait je ne sais rien faire, même après avoir obtenu sa maîtrise. C'est aujourd'hui la réalité dans laquelle nous sommes. Et nous disons que si nous voudrons parler de développement en Afrique, nous devons revoir la copie de la stratégie de notre enseignement. D'abord, pourquoi perdre 13 années à quelqu'un juste pour qu'il parle la langue étrangère? Ouais. Donc, il était important quand même que je retourne en arrière pour faire l'historique de la finalité de l'enseignement qu'ils nous ont apporté. Cet héritage historique, nous n'en avons plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, on peut se développer même dans notre propre langue. La langue n'est pas un facteur de développement. Pour notre cas aujourd'hui, la langue étrangère est un facteur de sous-développement parce que on nous envoie à l'école juste pour apprendre ça. Pourquoi je dois faire 6 ans juste pour parler, apprendre à écrire? Après, je fais 4 ans, après 3 ans. Pourquoi je dois le faire? Pourquoi, dans un système, on ne nous laisse pas le choix de découvrir les métiers après 6 ans? Pourquoi, après 10 ans, on ne nous laisse pas le choix de choisir un métier? Pourquoi, après 13 ans, je puis dire je suis menuisier? Pourquoi, après 13 ans, je puis dire je suis maçon? Pourquoi, après 13 ans, je puis dire je suis électromécanicien? Pourquoi, après 13 ans, je puis dire je suis un technicien à la télé? Qu'est-ce que ça coûte? Et ces métiers courent les rues aujourd'hui. Quand même, ce n'est pas dans le système éducatif régulier. Mais si vous ne voudrez pas aller à l'école, que vous voulez faire toutes ces formations, vous les ferez. Ça coûte quoi? Bien sûr. Pourquoi est-ce que le métier des techniciens qui font la série F2, F1 au lycée technique revient seulement pour réparer les machines à la maison? Plein de questions qu'on se pose. Donc, on se dit, le véritable défi pour notre devenir, pour notre avenir en Afrique en termes de développement, c'est un défi qui implique le changement systématique de notre système éducatif. Et également les programmes qui vont l'accompagner. Vous pensez que c'est facile? Je pense que c'est très facile. En quoi faisant, M. Dodjoro? C'est très facile parce que quand on recense les corps de métier qui régissent l'économie d'un pays, nous avons déjà tous les experts en la matière. Est-ce qu'il serait difficile au Togo de former les gens en menuiserie? Est-ce qu'il serait difficile pour le Togolais de former les gens en maçonnerie? C'est le maçon qui constitue un acteur économique d'un pays. C'est le menuisier qui fait l'économie d'un pays. C'est le vendeur, le commerçant qui fait l'économie d'un pays. Le sociologue, qu'est-ce qu'il m'apporte? Celui qui a l'agrégation en lettres modernes, en français, qu'est-ce qu'il m'apporte dans l'économie d'un pays? Il parle là le français, je suis d'accord avec lui. Mais à la fin de la journée, il est contribuable en quoi? Mais c'est le petit maçon, c'est le petit menuisier de côté, mécanicien de 2 roues, mécanicien de 4 roues. C'est eux les véritables acteurs de l'économie, de notre économie. Pourquoi ne pas former notre peuple à cela? Nous sommes des gros consommateurs de tout ce que je viens des gros consommateurs de tout ce que je viens de mentionner. Nous avons des véhicules, nous avons des motos, nous construisons des maisons. Nous sommes souvent contraints de faire venir des expertises de l'extérieur quand nous voulons réaliser certains ouvrages. Parce que nous n'avons pas assez formé nos citoyens au métier. Et faire rêver que c'est quand on va à l'école qu'on est meilleur dans la société. Je pense que le voisin d'à côté chez vous vous démontrera le contraire. Quand il a été menuisier ou quand il a été tailleur depuis 4e, il est aujourd'hui dans sa maison. Et puisqu'on est ancré dans ce système éducatif, selon vous, cette étape propositive vers le développement peut prendre combien de temps, M. Dodjoro? Je le disais tantôt, notre grand défi pour le développement, c'est s'attaquer et changer systématiquement notre système éducatif. Et que les 13 ans soient sanctionnés par un diplôme de technicien, tout court. Et quand les 13 années sont sanctionnés par un diplôme de technicien,
L'individu est libre d'aller à l'université et continuer dans la même branche. Il peut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et utile à la société. Et devient même un contribuable. Et ça augmente directement notre assiette fiscale. Parce que quand vous regardez au Togo, l'exemple du Togo aujourd'hui, combien de Togolais sont imposables, qui sont des contribuables? Si ce n'est seulement sur la consommation. Vous comprenez? Sans oublier qu'il y a au moins 6 millions qui vivent en campagne, qui vivent uniquement de leur production. Et lesquelles productions même ne sont même pas déclarées la plupart du temps dans notre économie. Parce que la banane que j'achète à Lomé vient de Palimé. Et je me demande quelle est la part de l'État togolais quand la banane quitte Palimé pour arriver à Lomé. Ça échappe carrément à la recette fiscale. Juste parce que l'agriculture n'étant pas promue comme une première activité économique, ça échappe au contrôle du gouvernement en Afrique. De sorte que la production que nous faisons, la grande partie, nous vivons à 70% de l'agriculture, ça échappe à la recette fiscale. L'une des raisons qui justifie la faiblesse de notre assiette fiscale dans nos pays. Est-ce que vous imaginez? Donc on ne va pas aller dans certains détails. Je reviens toujours sur la nécessité de changer systématiquement le système éducatif et que les 13 années ne soient pas sanctionnées par je ne sais rien faire, mais que les 13 années soient sanctionnées par un diplôme de technicien. Technicien en agriculture, technicien en menuiserie, technicien en fibre optique, technicien dans tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, M. Dodjiro, on a encore 2 minutes, c'est très intéressant, on n'a pas assez de temps, mais ce changement brusque dont vous parlez va impliquer beaucoup de choses, des changements politiques également, parce que quand on parle de système éducatif, nous sommes accrochés, les pays francophones sont accrochés à la France, les pays anglophones, à l'Angleterre et autres, ça va être un peu plus difficile. Et la question revient chaque fois, pourquoi? Parce que, je vais vous donner la réponse, parce que notre modèle économique en ce moment fait de sorte que c'est l'État qui est le plus gros employeur. Même le système éducatif dépend de l'État. Mais dans d'autres pays à fort potentiel économique, ou dans des pays où l'économie à économie forte plutôt, je dirais, l'État ne se mêle pas à la vie économique. C'est un régulateur. C'est un régulateur. Mais quand c'est l'État qui doit financer le système éducatif lui-même, construire les universités, construire les écoles, vous imaginez combien il collait comme recettes pour pouvoir faire face à toutes ces réalités, alors que la démographie est là, c'est une réalité. Si nous étions à 1 500 000, 960, nous aujourd'hui nous sommes à combien? Nous sommes pratiquement à 8 millions au Togo par exemple. Et les besoins ne font que se multiplier. Et où est-ce que l'État va prendre l'argent pour construire tant d'infrastructures scolaires et universitaires? Et à la fin, le défi de l'emploi. Mais l'État doit quitter le système et revenir sur son rôle de régulateur. Laisser les privés faire la promotion des programmes. Comme ça se fait au Canada. Vous allez voir qu'il n'y aura même pas de problème pour implémenter un système dans lequel les 13 années sont sanctionnées par les diplômes de techniciens si l'État se désengage. Et l'État sort de tout ce qui est activité économique. C'est le lieu de dire que des fois nous crions tous, oui, on veut privatiser, l'État veut privatiser, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas le rôle de l'État d'être propriétaire d'une banque ou d'être propriétaire d'un hôtel. Ce n'est pas le rôle de l'État d'être propriétaire des entreprises. Ce n'est pas son rôle. Nous conseillerons plutôt qu'on réfléchisse autrement, nous les intellectuels africains. Qu'on encourage nos gouvernements à sortir de tout ce qui est activité économique et passer la main aux citoyens et qu'on garantisse aux citoyens le droit à la création de richesses. Parce qu'on a l'impression dans nos États africains que c'est l'État seulement qui a le droit de créer de la richesse et que les citoyens soient des sous-traitants de l'État. Vous prenez des statistiques dans notre pays, le Togo, l'État togolais est actionnaire dans près de 16 entreprises. Donc, propriétaire de ces entreprises et actionnaire dans près d'une vingtaine. C'est une catastrophe. Et c'est terrible. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Il a le poids de cette masse salariale sur lui. Il y a d'autres rôles. Le défi de sécurité, le défi de la défense territoriale. C'est dans ça. Économique, d'autres défis. C'est ça. Il y a des défis plus importants que ça. Mais quand l'État, parce que nous manquons de modèle économique, l'État était obligé de créer des entreprises pour pouvoir créer de l'emploi aux diplômés qui vont sortir. C'était ce qu'il avait contraint à le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Monsieur, est-ce que vous comprenez?
Monsieur King Dodjro, on a pris par le temps. Je sais qu'il y a encore tellement de choses à dire, mais on aura le temps. J'aurai le temps de vous revoir ici et on va aller en profondeur. Ça a été un plaisir de vous avoir. Vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. Merci beaucoup, Michel. Ouais. C'était un grand plaisir également de passer ce moment très intime avec vous, surtout avec votre souris. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour parler d'autres sujets, parce qu'il est très important qu'on parle des sujets qui vont nous conduire aujourd'hui à un réel développement. Le développement vient de la connaissance. Si nous continuons par répéter les mêmes actions dans l'ignorance, ne vous entendez pas à un changement quelconque. Nous devons changer carrément de cap. Merci beaucoup. Ça va être un plaisir de vous revoir ici. Merci beaucoup à vous, King Dodjro. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.